Inaugurée un 21 avril, jour anniversaire de la fondation de Rome, Brasilia devait être avant tout un symbole, celui d'un nouvel avenir brésilien. Bâtie en 1000 jours sous l'impulsion du président Juscelino Kubitschek, la ville devait attirer le développement économique à l'intérieur du pays, loin des côtes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. Mais plus que ça, Brasilia devait représenter un nouvel ordre social, un projet politique, socialiste, basé sur des idéaux égalitaires coulés dans le béton d'une ville fonctionnaliste et moderne. Cette utopie fondatrice d'une ville qui favoriserait l'accès au logement, la création d'emplois et l'intégration sociale a été dessinée par l'urbaniste Lúcio Costa et l'architecte Oscar Niemeyer. Ce qui compte, c'est que nous puissions créer un système grâce auquel on pourrait aussi aider les autres. Le problème est là, c'est la lutte politique. C'est faire un monde meilleur, plus fraternel. Incarnation du mouvement moderniste, Brasilia divise dès son inauguration. Pourtant, en 1987, la ville est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui inscrira sa place dans l'histoire de l'architecture tout en assurant sa protection. Mais que sont devenues aujourd'hui les valeurs et les visions égalitaires de ces bâtisseurs? Que reste-t-il de ces idéaux, de la promesse d'une vie meilleure dans une ville construite pour 500 000 habitants et qui en accueille aujourd'hui 3 millions, dans un pays secoué par des mouvements sociaux et une crise de confiance envers sa classe politique? Retour à Brasilia, un reportage de Nicolas Rançon. Je vous ai amené quelque chose de spécial. Cette photo est inédite. Elle a été prise en 1958. Ici, c'est où se trouve aujourd'hui le Congrès national. Ça, c'est moi, Claudio Nor. Et ça, c'est un autre candango, Chico Livrogne. On était là. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Ce que vous voyez là, c'est le futur Congrès national. Ils sont bien rares, les constructeurs de Brasilia encore vivants. Claudio Nor Pedro dos Santos est ce que l'on appelle un candango, un des bâtisseurs de la capitale. Si je devais tout bâtir de nouveau, je le referais. Parce que ça a été très gratifiant. Ça a été de très bons moments. Une merveille, une merveille. Brasilia, c'est tout pour moi. Claudio Nor est une des mémoires de la ville. Sur ce lieu qu'il a construit de ses propres mains, ses souvenirs sont intacts. Ici, c'était un immense terrassement, avec des tracteurs partout, partout. Il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait rien. Ça n'était que de la poussière rouge, avec des tracteurs partout, surtout au niveau des ministères. Et ici, où se situe le Congrès national, ça n'était que de la terre. Il n'y avait rien. Cujo eixo monumental é constituído por conjunto de amplas avenidas e esplanadas. Brasilia est sortie de terre en quelques instants. La ville, imaginée par le président Juscelino Kubitschek, est élégante et originale. Imposant, les monuments de l'architecte Oscar Niemeyer interpellent. Brasilia questionne la modernité. Lors de sa construction, elle symbolisait l'Eldorado. Pour visiter Brasilia, nous avons fait un voyage dans le temps grâce à cette vieille voiture. Ocre, compacte et robuste, elle a marqué toute une génération. Son nom, la Brasilia, un hommage au Brésil et à sa capitale. La ville est vaste, vous pouvez voir loin, voir l'horizon. C'est une ville qui va de l'avant, qui fonctionne. Il n'y a pas d'embouteillage ici. Daniel Zucco est un passionné, un amoureux de Brasilia. Ce journaliste sillonne aujourd'hui la capitale à bord de son petit bijou pour réaliser des interviews. Son émission s'appelle Ma Brasilia. L'idée de ce programme dans cette voiture, c'est de montrer à quel point les gens aiment Brasilia. Donc on utilise une voiture qui a le nom de cette ville, une voiture qui a une histoire. Les gens ont un lien avec cette voiture, une histoire à raconter. C'est une Brasilia qui sillonne Brasilia. On parle de Brasilia et très souvent avec des gens de Brasilia. La ville est un mouvement perpétuel d'automobiles, rarement interrompu par des feux. Des centaines de petits ponts, des tunnels, des bretelles d'accès. Il y a de quoi donner le tournis. Ici, les noms des rues et des quartiers sont des sigles minutieusement pensés.
mais incompréhensible par le profane. Un grand projet intégralement planifié, dessiné et une ambition, concentrer le pouvoir du pays. Tous les organes sont représentés. Daniel souligne d'ailleurs une particularité. Ici, la population a accès au pouvoir. Le Congrès national n'a pas de grille. Le palais du Planalto, là où le président travaille, n'a pas de barrière. Bien sûr, vous devez vous identifier en rentrant, mais il n'y a pas de barrière. Les personnes peuvent s'approcher et peuvent même le toucher. Ça, c'est génial. Les deux architectes qui ont imaginé tout ça, Luis Costa et Oscar Niemeyer, pensaient à cela. Le peuple doit pouvoir accéder au pouvoir. À Brasilia, on touche, on voit le pouvoir. Alors tous les jours, des centaines de Brésiliens viennent se faire entendre aux fenêtres des assemblées. Les manifestations sont monnaie courante, à quelques mètres des sénateurs qui votent les lois. Plus de justice, fin de la corruption ou même le retour des militaires au pouvoir. On s'insurge, on revendique. Brasilia est explosive. Les cris du peuple sont l'écho de la ville. Ce qui devait être sa force se retourne désormais contre elle. Brasilia est très distante des grands centres brésiliens. C'est difficile d'amener la population ici, parce que c'est loin. C'est loin de Sao Paulo, c'est loin de Rio, c'est loin du sud, du nord. Brasilia est devenue une île. Brasilia, c'est la politique à fleur de peau. Tous les jours, il y a des débats dans les ministères avec toute cette quantité de fonctionnaires. C'est le pouvoir dans un même lieu, une véritable cocotte-minute politique. Au milieu du désordre, le jeune Fernando. Pour la première fois de l'histoire, son groupe d'activistes campe sur la pelouse du Congrès. 30 jours de siège et de lutte, et il espère bien faire plier le pouvoir. Actuellement, notre mouvement réclame la destitution de Dilma Rousseff. On pense que c'est seulement avec son départ que le Brésil pourra vraiment changer. Fernando vient d'une famille modeste de Sao Paulo. Dans les années 60, c'est l'espoir et l'optimisme qui menaient les gens à Brasilia. Fernando, lui, vient pour exprimer sa colère et son dégoût. Pour moi, Brasilia, c'est l'abandon du peuple. Ils essaient de prendre soin de tout le monde, mais au final, ils ne prennent soin de personne. Et personne ne sait ce qui se passe ici. C'est une ville au milieu de nulle part. Et j'ai l'habitude de dire que c'est une ville au milieu du désert, oubliée de Dieu et du peuple. En réalité, le peuple brésilien ne s'intéresse pas à ce qui s'y passe, et quand il l'apprend, c'est la désillusion. Il est 5 heures du matin. Antonia vient de rater son bus. Elle habite en périphérie, dans une ville dite satellite, loin du centre du pouvoir. Tu viens d'aussi loin? Mon Dieu, c'est dur. Et tu pars de chez toi à quelle heure en général? 5h05. Comme des centaines de milliers de travailleurs, Antonia se sent en marge de la société. Elle fait partie de cette classe au service des élites. On n'a déjà pas les mêmes privilèges que les gens qui habitent dans le centre. Là-bas, ils ont une assurance santé. En habitant si près, ils ne doivent pas subir ce que l'on vit. Avec 1h30, 2 heures de transport, notre vie est bien différente. On n'a même pas la moitié de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la capitale grossit 3 fois plus vite que toute autre ville du Brésil. Initialement prévue pour accueillir 400 000 personnes, les projections pointent 5,6 millions d'habitants en 2030, 15 fois plus que le projet initial imaginé par l'urbaniste Lucio Costa. Les populations modestes n'ont cessé d'affluer, la ville déborde et sature. Après 1h30 de périple, c'est la dernière étape, connexion dans la plus grande gare routière du Brésil. On va attendre le bus. Il est déjà plein. Faut prendre l'autre. Trouver sa destination parmi les 316 lignes de bus, se frayer un chemin au milieu des 600 000 personnes qui passent ici chaque jour. Un parcours du combattant. À Brasilia, les 2 seules lignes de métro ne suffisent pas.
Dans cette ville, tout va se terminer en conflit. Va arriver le jour où tout le monde va se révolter. On en parle déjà sur les réseaux sociaux. C'est pas bientôt. Nous avons rencontré Elimar Nascimento, sociologue et spécialiste de Brasilia. Pour lui, les pouvoirs publics doivent agir au plus vite afin d'éviter le pire. Si les choses continuent de cette manière, on aura affaire à un environnement explosif. Un endroit où les travailleurs pauvres ont un sentiment d'injustice très fort. La perception que ces inégalités sont injustes augmente dans le pays, et en particulier ici à Brasilia. Après 2 heures de transport, Antônia arrive enfin à son travail. C'est le début de sa journée. Au même moment, dans la Lagoa Sul, l'un des quartiers les plus huppés du Brésil, João Amaral, célèbre agent immobilier de Brasilia, se rend lui aussi à son travail. Dans ce quartier, le PIB par habitant est équivalent à celui du Danemark. Ce pont est très beau. C'est l'une des cartes postales de Brasilia. Le pont Kubitschek et ce lac, c'est une vraie beauté. Dans le projet souhaité égalitaire, ce lac artificiel était le bien de tous, mais les riches propriétaires en ont fait un usage privé. Des palmiers, de luxueuses villas cachées par de hauts murs, on se croirait presque à Hollywood. Une maison comme celle-ci coûte entre 1 et 2 millions d'euros, voire même 3. C'est le prix pour une maison de ce type. Malgré la crise économique foudroyante, le marché immobilier du luxe reste très dynamique ici. Cette maison, par exemple, elle doit être louée à un ambassadeur. Loyer, 6 000 € par mois. Tout en étant dans le sauna, vous avez un système qui permet d'accéder directement à la piscine. L'accès est là, et vous rentrez directement dans la piscine. À Lagoa Sul, les habitants ont des revenus 19 fois plus élevés que ceux du quartier le plus pauvre de Brasilia. Les piscines et les jardins privés rappellent que la capitale d'aujourd'hui est bien éloignée de la ville égalitaire imaginée il y a 55 ans. Car à 10 km du centre, voilà l'autre visage de la ville. La toute récente favela de Santa Luzia. Un immense champ de baraquements fait de matériaux récupérés et de tôles. Dans ces déchets s'installent chaque jour des dizaines de nouvelles familles. Ici, l'État est incapable de contrôler le flux migratoire incessant. Pour ces Brésiliens, le rêve de cette terre d'Eldorado est déjà bien loin. Mon gars, ici, c'est triste. Luciano vit dans ce taudis avec ses 4 enfants. Brasilia, c'est devenu un chaos que personne ne soupçonne. Il y a beaucoup d'argent, mais pour les pauvres, il n'y a rien. Beaucoup de personnes qui viennent du nord-est repartent une main devant, une main derrière, car ils n'ont rien. Là-bas, c'est plus facile de vivre. Ici, c'est de pire en pire chaque jour. Les habitants de Santa Luzia survivent notamment grâce à l'association Vivre. Ce matin, Irène et Daniel vont rendre visite aux parents qui ne savent plus comment s'occuper de leurs enfants. Une situation qui révolte cet assistant social. On fait face à un total abandon de cette communauté. Ils laissent les gens se débrouiller tout seuls. Tout cela parce qu'il n'y a pas de politique de logement adaptée. Mais les gens doivent trouver un toit. Ils doivent faire face, de quelque manière que ce soit. Face à des pouvoirs publics inexistants, l'espoir repose aussi sur des initiatives privées. Bonjour, madame la directrice, comment allez-vous? João, l'agent immobilier, connaît bien Maria de l'association Vivre. Ensemble, ils ont œuvré pour les rénovations de cette salle multisport, au grand bonheur des jeunes filles de Santa Luzia. La plupart de ces enfants ont été sauvés de cet environnement. Et aujourd'hui, ils passent la journée ici, ils font leurs devoirs ou des activités culturelles. Et comme ça, on apporte un soutien supplémentaire à cette communauté. Le rêve que Joslino Kubitschek salue de la main n'a pas su grandir. Pour